Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler d'une tragédie qui est survenue à l'aéroport de Cork en Irlande. C'était le 10 février 2011. Un appareil de la compagnie Manx 2 qui réalisait le vol 7100 entre Belfast et Cork s'est écrasé lors de l'atterrissage. Alors, que s'est-il passé ? Le retour sur ce drame permet de montrer un pan de la complexité de l'exploitation des compagnies aériennes et en particulier sur le plan réglementaire, sur le plan législatif. La compagnie aérienne Manx 2, en vérité, n'était pas une compagnie aérienne. C'était une entreprise qui avait une licence littéralement pour vendre des billets. Ça veut dire qu'en fait, c'était une agence de voyage. Cette agence de voyage sous-louait des avions qui étaient déjà sous-loués à de nombreuses reprises à diverses compagnies en Europe et exigeait, en échange de la sous-location, qu'on mette son logo sur la carlingue de l'avion, exigeait que les pilotes portent des badges avec son nom, et puis que les prospectus, que les diverses communications se fassent sous son nom. Donc quelque part, on avait un montage extrêmement complexe, je ne vais même pas rentrer dedans, il y avait un montage financier extrêmement complexe qui impliquait une bonne douzaine de compagnies qui se répartissaient les tâches, et ça permettait en réalité au cerveau derrière tout ça et aux intérêts derrière tout ça d'échapper à leurs obligations légales en profitant de la complexité du droit aérien européen et des différences, on va dire, régionales. Par exemple, l'avion dont il sera question était immatriculé en Espagne. Son immatriculation commençait par les lettres EC, Echo Charlie. Je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas l'immatriculation la plus respectable qui soit dans le monde. L'immatriculation espagnole, Echo Charlie, je dirais, est à l'aviation ce que le pavillon du Libéria ou du Panama est à la marine. C'est-à-dire que il semblerait qu'en Espagne règne une sorte de climat autour de ces choses qui permet à des opérateurs d'aller immatriculer des avions sous cette juridiction, les exploiter ailleurs et bénéficier de souplesse réglementaire, pour le dire gentiment. Donc je disais que Manx 2 n'est pas une compagnie aérienne, mais les passagers ne le savent pas. Pour les passagers qui achètent leurs billets, ils ont l'impression d'avoir affaire à une compagnie aérienne. Le 10 février 2011, pour le premier vol la matinée, les pilotes vont prendre possession de l'avion. Alors l'avion, c'est un Fairchild Metro 3. Alors, c'est un appareil à hélice, 2 turbopropulseurs, un appareil, on va dire, extrêmement rudimentaire. C'est une machine qui a été conçue dans les années 60 et c'est un appareil qui reste, on va dire, très très loin de la modernité qu'on a dans les avions aujourd'hui. C'est une machine qui n'a pas de pilote automatique, par exemple. Ça se pilote 100% à la main. C'est une machine qui n'a pas de directeur de vol. Le directeur de vol, c'est presque la cocaïne des pilotes aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un système qui va afficher des aiguilles de tendance qui permettent aux pilotes de savoir dans quelle direction tourner, combien il faut cabrer, combien il faut piquer, qui permettent de guider en fait le pilote et l'emmener vers la trajectoire qui est programmée. Là, on programme ni trajectoire ni rien. À une époque où on a des Cessna d'aéroclub qui ont des pilotes automatiques, cet appareil n'avait pas de pilote automatique. En plus, comme il était très mal maintenu, on reviendra dessus tout à l'heure, cet avion s'approchait dangereusement du cercueil volant. Alors je disais que les pilotes prennent possession de l'appareil tôt le matin, et là il y a quelque chose qu'ils doivent faire. Ce n'est pas réglementaire, mais ils vont le faire. Il n'y a rien de réglementaire dans cette histoire. Ils vont convertir l'avion. Parce que l'avion, durant la nuit, était opéré par une autre compagnie qui avait un contrat avec Royal Mail, qui est la poste britannique. Et puis, au profit de Royal Mail, elle transportait du courrier. Donc la nuit était transformée en avion de fret, mettait des sacs de courrier et on allait à droite à gauche, vers les centres de tri, vers des aéroports situés près de centres de tri. Le matin, l'avion est donc à Belfast, notre équipage arrive et il va aller dans un hangar, sortir des sièges et aller les clipper, aller les boulonner
dans la cabine, les aligner dans la cabine, distribuer des prospectus, des packs d'eau, et voilà, on a un avion de transport de passagers. C'est complètement illégal parce que la conversion passager-fret est une conversion qui exige des techniciens spécialisés, qui a son cahier de charge, qui a ses vérifications, qui doit laisser des traces papier et tout ça. Là, c'est juste fait à la système D. Les pilotes, puisqu'on parle de pilotes, on a un commandant de bord qui est décrit comme quelqu'un de compétent, de consciencieux, de motivé, qui a beaucoup d'intérêt dans son métier. Il a 1800 heures de vol, mais le problème avec lui ce jour-là, c'est que il vient d'être promu commandant de bord. Il a 4 jours d'expérience en tant que commandant de bord. La tradition dans de nombreuses compagnies aériennes est que quand on a quelqu'un qui vient de passer sur le siège de gauche, devenir commandant de bord, on va le mettre avec un copilote qui a de la bouteille, un copilote qui a plus d'expérience que lui. Comme ça, il va lui servir, on va dire, de partenaire très crédible pour ses premiers vols en tant que commandant de bord. Là, on va le mettre avec un jeune espagnol qui a 500 heures de vol et qui n'a même pas fini son intégration dans la compagnie, qui, sur le plan légal, n'a rien à faire dans ce cockpit en réalité, parce que il était dans une situation sur le plan réglementaire où il devait encore voler avec un instructeur. Le commandant de bord n'avait pas de qualification d'instructeur. Donc, ce copilote, très peu expérimenté, et son expérience, il l'a acquise en particulier en Espagne, avec une météo extrêmement clémente. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est en mesure de faire face aux réalités irlandaises au mois de février. La météo. La météo, en Irlande, elle est très, très difficile. C'est-à-dire que, par moment, surtout c'était ce jour-là, il y a des nuages qui vont aller jusqu'à la rencontre des arbres, jusqu'à la rencontre du sol, et dégrader la visibilité. Et ça peut durer très longtemps. Par exemple, la météo sur l'Irlande était dégradée depuis le 9 février. Ça faisait 2 jours que c'était comme ça. Du brouillard à couper au couteau, littéralement. Alors, on a une recette, on a une entreprise ou des entreprises, un conglomérat de travail aérien qui dissout complètement les responsabilités, qui échappe à ses obligations, qui avait d'ailleurs, au cas où vous penseriez qu'il faisait ça pour l'argent, je vous rassure tout de suite, il est quasiment impossible de se faire de l'argent avec le travail aérien. Pratiquement toutes les compagnies aériennes du monde tournent à la limite de la rentabilité. C'est pour ça que très souvent les petites structures sont plus accidentogènes que les grandes, parce que tout simplement elles vont avoir une tolérance plus faible à la pression financière. Cette compagnie par exemple ne payait pas les salaires ou bien très en retard, et bien sûr elle tombait en deçà de ses obligations en termes de maintenance, en termes de tout. Parlant de maintenance, cet avion est un cercueil volant, il est extrêmement mal maintenu. Ok. Le brouillard couvre une grande partie de l'Irlande, avec des nuages qui vont jusqu'au sol. L'équipage monte dans l'avion, les passagers arrivent, il y a 10 passagers en tout. Voilà, les bagages sont embarqués, le copilote se lève, il n'y a pas d'hôtesse de l'air, le copilote se lève, et il fait rapidement un briefing de sécurité, tout ça. Il s'aligne, Belfast, décolle, vont vers le sud. Le problème, c'est que, déjà, la météo sur Cork, c'est-à-dire avant de partir, il y a une entreprise qui fait partie du conglomérat qui est basée quelque part au Danemark qui leur avait envoyé la météo par email. Le problème, c'est que la météo sur Cork était dégradée. Ça veut dire qu'elle était en dessous des minima certifiés pour cet avion et pour cet équipage. Donc en décollant déjà, avant même de décoller, la météo à Cork était très dégradée. Elle était dégradée depuis 2 jours et ne donnait pas d'espoir d'amélioration sur le court terme. Ok. Dans ce sens, cet équipage aurait dû prévoir deux aéroports de dégagement dans le plan de vol. Là, ils vont prévoir qu'un seul. Ce qui veut dire que, quelque part, ils ne semblent pas particulièrement inquiets ou ils n'ont pas considéré la météo à sa juste valeur. Ils descendent vers le sud.
L'aéroport de Cork est en dessous des minima, largement en dessous des minima, avec une visibilité quasi nulle. Et puis, ils entament leur première approche. C'est une approche ILS, catégorie 1. Donc, ils sentent... Et là, on n'a pas de pilote automatique dans cet avion. Hein, donc, c'est pas comme si on avait un pilote automatique qui allait se fixer sur l'ILS comme sur un rail électronique et puis descendre. Non, ça, c'est l'humain, là, qui a l'œil nu, cherche à regarder les aiguilles de l'ILS et puis essayer d'optimiser son vol, d'optimiser ses gaz pour essayer de rester dans la trajectoire. Ils arrivent à 200 pieds de hauteur. En fait, ils n'auraient jamais dû arriver à 200 pieds de hauteur parce que, comme la RVR, ça signifie la visibilité sur la piste, était en dessous des minima, ils n'auraient dû même pas commencer l'approche. L'approche n'était même pas à commencer. Mais bon, c'est pas grave. Ils commencent l'approche quand même, ils arrivent à 200 pieds, qui est le minimum. Normalement, à cette hauteur de décision, il y a deux choses qui doivent survenir. Soit ils voient la piste et ils continuent donc, hein, et puis ils vont faire leur atterrissage à vue, hein, en regardant ce qu'ils font, ou bien, à 200 pieds, ils ne voient pas la piste, ils doivent remettre les gaz. Là, au moment où ils arrivent à 200 pieds, ils voient rien, mais ils décident de continuer. Ils décident de tenter un petit chouïa le destin. C'est de la roulette russe, bien sûr, parce que beaucoup de pilotes ont fait ça. Hein, rappelez-vous le vol de Crossair dont j'avais parlé l'année dernière. Beaucoup de pilotes, quand ils arrivent au minimum, décident d'aller un petit coup dessous. Et parfois, dessous, ce qui va apparaître soudainement dans les hublots, vont apparaître un rideau d'arbres, un clocher d'église, une colline qui remonte très rapidement, puis voilà. Donc là, ils vont tenter le sort en disant, allez, on va continuer un petit chouïa. Ils continuent, ils arrivent jusqu'à 100 pieds. D'accord ? Au lieu de 200, ils arrivent à 100 pieds. À 100 pieds, ils ne voient pas encore la piste. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils remettent les gaz. Ils remettent les gaz, partent, s'éloignent, reviennent. Ils demandent au contrôleur de... Ça, la première approche, il l'avait fait dans la direction 35 de la piste. Il demande au contrôleur aérien si c'est possible de faire une approche dans l'autre sens. Ils veulent tester, peut-être, vu la position du soleil, tout ça, si dans l'autre sens, il n'aurait pas une meilleure visibilité. Le contrôleur, lui, c'est pas sans problème, bien sûr. Il les autorise à le faire. Ils font demi-tour, reviennent. La piste, ils se mettent sur la piste 17. Approche ILS. Descendent. Ils arrivent à 200 pieds. Il n'y a pas la piste. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de continuer. Et là, on a le copilote, hein, qui est en manuel, qui pilote en manuel cet avion. Et quand il arrive à 200 pieds, le commandant de bord lui dit, on continue, ne t'arrête pas. Il continue à descendre. Il arrive à 100 pieds. À 100 pieds, il n'y a pas encore la piste. Il n'a pas le choix. Ils mettent les gaz, et les gaz, ils les remettent à 90 pieds. On remonte. Et là, le problème, c'est que ils sont embêtés parce qu'ils ont déjà fait 2 approches, on voit rien, quoi. La purée est totale. Que vont-ils faire ? Ils vont demander au contrôleur aérien d'attendre. Ils vont lui dire, on a envie d'attendre. Ça veut dire que on va aller quelque part, on fait des cercles, hein, on fait des hippodromes en réalité, hein, on fait des tours comme ça dans le ciel, en attendant que la météo s'améliore. Et dès qu'il y a une amélioration, vous nous dites. Sachant que ça faisait 2 jours que c'était comme ça. Donc ce n'est pas en 20 minutes ou en 1 heure, en 45 minutes que les choses vont changer de manière significative. Le contrôleur les met en attente. Et à un moment donné, il leur demande, il leur dit, c'est quoi votre aéroport alternate ? Ça signifie, c'est quoi votre aéroport de dégagement ? Ils lui disent Waterford. Contrôleur aérien, qui, comme tous les contrôleurs aériens, quand il y a des météos pareils, se renseigne un petit peu sur tous les aéroports autour, au cas où il devrait faire dégager un avion. Il leur dit, écoutez, l'aéroport de Waterford, c'est la même météo qu'ici. C'était même pire qu'à Cork. Okay. Donc, il leur dit, est-ce que vous avez un autre ? Il sait qu'ils n'ont pas d'autre, parce qu'ils n'avaient pas mis sur le plan de vol. Et il leur dit, est-ce que vous avez un autre ? Ils disent, Shannon, l'aéroport de Shannon, à l'autre bout de l'Irlande, tout à l'ouest de l'Irlande. Il leur dit, non, écoutez, Shannon, c'est la même météo que Cork. Et là, les pilotes, c'est un petit peu
c'est un petit peu coincé là, et ils savent pas trop. Hein. Tous les aéroports irlandais ce jour-là étaient pratiquement avec la même météo. Bon Prince, le contrôleur leur dit que pensez-vous de l'aéroport de Kerry? Ils ont 10 km de visibilité. Ah, ils disent oui, c'est génial, Kerry, c'est sympa, c'est bien. Donc en fait, quelque part, sans réellement vouloir les commander ou sans leur mettre de la pression, le contrôleur leur donne les aides un petit peu. Donc il essaye de leur dire, écoutez, à votre place, l'aéroport de Kerry n'est pas très loin d'ici, ils ont de la bonne visie, pendant que ça dure. Si j'étais vous, j'irai là-bas sans attendre. Bon. Les pilotes décident de faire une troisième approche. Beaucoup de compagnies interdisent à leurs pilotes de faire une troisième approche, de tenter une troisième fois. Cette compagnie-là, ce qu'on appellera une compagnie, n'avait pas de problème avec ce genre d'histoire. Mais la troisième approche, généralement, est celle de tous les dangers. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut que je vous raconte quelque chose. Cet avion, c'était un Fairchild Metro 3, comme je vous disais, était extrêmement mal maintenu. Il y avait un problème. Je vais vous dire lequel. Il y a une sonde qui n'allait pas très bien sur le moteur gauche. Sur le moteur numéro 1, il y avait une sonde qui était un petit peu mal foutue. Moyennant cela, elle donnait une fausse indication de température au régulateur de carburant de la turbine. C'était quoi le résultat en pratique? En pratique, quand l'avion était en vol, les deux moteurs ne donnaient pas la même puissance. Quand les manettes étaient exactement placées au même endroit, les deux moteurs avaient une puissance différente. Donc ils avaient tendance à créer une dissymétrie au niveau de l'avion. Donc ça veut dire que le moteur gauche, en réalité, le moteur numéro 1, avait tendance à donner plus de puissance que le moteur droit. Okay. Donc, que faisaient les pilotes? Quand ils étaient en vol, ils décalaient les manettes. La manette du numéro 2, du moteur numéro 2, était poussée plus en avant que la manette du moteur numéro 1 pour garder une forme de symétrie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, toujours à cause de cette sonde, quand les manettes des gaz étaient poussées, le moteur numéro 1 était toujours en retard, mettait plus de temps, on va dire, à atteindre sa pleine poussée que le moteur numéro 2. Il était en retard. Donc, il mettait toujours plus de temps pour arriver à sa puissance. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver, bien sûr. Ils étaient largement en dehors des marges du constructeur. Ils étaient loin des marges. Mais bon, je vous disais, tout dans cette sorte de pseudo-compagnie était bricolage. Ils se mettent donc en descente pour la troisième approche sur la piste 17. Le copilote a les commandes et il a les manettes des gaz en main, ce qui est normal. Et à un moment donné, il va exprimer qu'il est fatigué. Alors effectivement, il est fatigué, on peut que le comprendre. Ces avions sont très lourds à piloter, très difficiles à piloter, exigent beaucoup de concentration. Faire une approche comme ça, dans le brouillard, en plus, 3 approches de suite, le mec est complètement épuisé. Le gars n'en peut plus. Pour l'aider, le commandant de bord, ce qu'il va faire, il va lui dire, écoute, tu pilotes, garde le manche en main, tu pilotes, et moi, ce que je vais faire, je vais gérer les gaz pour toi. Donc, ne réfléchis pas du tout au gaz, au moteur. Juste, concentre-toi sur ton pilotage et moi, je m'occupe du reste. Cette division des tâches n'existe pas dans l'aviation. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que le copilote a le manche, il tient le manche par le bras droit et typiquement, il aura la main gauche sur les manettes des gaz. Il y a une synchronisation entre la main gauche et la main droite. Ça veut dire que, par exemple, s'il sent que son avion a tendance à s'enfoncer trop vite, qu'est-ce qu'il aura tendance à faire instinctivement? Il aura instinctivement tendance à tirer sur le manche avec la main droite et en même temps rajouter des gaz avec la main gauche pour ne pas perdre de la vitesse. Parce que quand on tire sur le manche, on peut temporairement, de manière transitoire, ralentir le taux de descente, mais si on ne rajoute pas de puissance, l'avion
va ralentir et commencer à descendre de plus en plus vite. Donc il y a une synchronisation entre les deux mains, les deux actions sur les moteurs et sur le manche. Maintenant, notre copilote a les deux mains sur le manche et les gaz, il ne sait pas trop ce qui se passe. Pareil pour le commandant de bord. Il est en train de gérer les gaz, mais il ne sait pas trop à quel moment il faut en rajouter, à quel moment il faut en enlever. Cette répartition des tâches, encore une fois, n'existe pas. Donc, ils sont en descente, ils arrivent à 200 pieds, n'est-ce pas? Et là, on n'est plus à une violation près. Ils sont au minimum, normalement c'est fini. C'est fini, ils doivent remettre les gaz, partir à Kerry, c'est terminé. Non, ils décident de continuer, bien sûr. Donc, ils vont continuer. Ils vont faire de l'ILS littéralement. Si on regarde les minima, ils ont été 3 fois de suite à 100 pieds. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire du 4-2 sauvage, en réalité. Ils étaient en train de faire de l'ILS 4-2, dont le minima est de 100 pieds, pas de 200. Ils faisaient un truc sauvage comme ça. Toujours est-il que, quand ils arrivent vers les 100 pieds, ils sont un peu au-dessus de 100 pieds, le commandant de bord ralentit les gaz, ramène les gaz en arrière, et il va les ralentir beaucoup. Les hélices, en particulier celle du gauche, parce qu'il y a un décalage entre le gauche et le droit, l'hélice du moteur numéro 1 va rentrer dans un mode bêta, dans le bêta range. Alors c'est quoi le bêta range? Je vais vous raconter rapidement. Les hélices, mes amis, la technologie des hélices est un cauchemar, d'accord? C'est quand on fait des études d'aviation, les courbes de puissance des hélices, l'aérodynamique liée aux hélices, et les régimes des hélices, et les modes des hélices, représentent, on va dire, une des parties les plus compliquées à étudier et à comprendre. Il faut savoir une chose, les hélices sont montées sur un moyeu, elles ont des pales. Les pales des hélices sont capables, par rapport à leur moyeu, sont capables de pivoter. Elles ont un angle de pivotement qui est variable. Il y a une pression hydraulique qui permet à l'hélice d'augmenter son angle d'attaque ou bien de le baisser. D'accord? C'est le pas de l'hélice, on va dire, qui est variable. Si on regarde les avions de ligne ou les avions de transport, comme par exemple l'Hercule, le C-130, qui est un avion américain, ou bien on regarde le Transal, qui est de fabrication franco-germanique, c'est des avions à hélice, mais qui ont des protections en particulier contre les bas régimes lors de l'approche. Alors je vous donne un exemple avec l'Hercule. L'Hercule, quand il est durant la descente, si les manettes des gaz sont ralenties complètement, il y a une butée, dite butée petit pas vol, qui va empêcher le pas de l'hélice de baisser. Elle va se mettre à peu près à 24 degrés et empêcher les pales de l'hélice d'abaisser leur calage en dessous de 24 degrés. Elle va physiquement les en empêcher. Il y a d'autres butées, par exemple, il y a une butée qui, lorsque on est au décollage, les manettes des gaz sont poussées à fond. Lorsque l'hélice augmente son pas, vient à un moment donné une butée qui l'empêchera de revenir en cas de panne moteur ou en cas de perte d'hydraulique du gouverneur de l'hélice. Pourquoi? Parce que contrairement aux réacteurs, les hélices, c'est des véritables pestes. En particulier, quand l'avion va trop vite pour l'hélice. C'est-à-dire que, imaginons que l'hélice a un pas qui baisse. Il n'a pas besoin d'aller en négatif, juste un pas qui baisse. Ça veut dire que vous êtes dans une descente et votre hélice, son pas n'a même pas besoin d'être zéro. Imaginons qu'il y ait 2 ou 3 degrés. Que va-t-il faire? Si vous regardez sur le plan aérodynamique, cette hélice va occasionner un freinage. Cette hélice va vous freiner. C'est un peu comme si on ouvrait un parachute derrière l'aile. Elle va réellement provoquer un freinage assez brutal pour déstabiliser l'avion. Ceci fait que sur tous les avions de ligne modernes ou moins modernes à hélice, il y a des protections. Il y a des butées qui se mettent automatiquement en place pour éviter certaines situations. Sur le métro 3, il n'y a pas. Donc, quand le commandant de bord ramène les gaz vers zéro, vient un moment donné
où le moteur numéro droit, le moteur numéro 2 ou le moteur droit a son hélice qui est dans une zone dite de transparence, ça signifie ni elle ralentit ni elle pousse, mais comme le régime des deux moteurs n'est pas le même, il y a l'hélice de gauche qui commence à avoir un couple négatif. Ça signifie cette fois-ci, l'hélice est entraînée par l'air, elle est entraînée au détriment de l'énergie de l'avion, elle est en train de mouliner, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va causer un freinage important de l'aile gauche. D'accord? Donc je vous montre, je prends un avion, j'ai un 747 là, mais ça veut dire que l'aile gauche commence à être brutalement freinée par rapport à l'aile droite. Que fait l'avion? Forcément, il s'incline à gauche. En une fraction de seconde, l'avion se retrouve incliné 40 degrés à gauche. Donc notre avion fait ça. Notre avion est incliné 40 degrés à gauche. Le copilote le voit, il braque complètement à droite, et en ce moment, le commandant de bord réalise le problème, réalise que il y a un foirage complet. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les mains des gaz et les pousse à fond. Cependant, en les poussant à fond, dans le feu de l'action, dans la panique du moment, il ne pense pas au fait que les deux moteurs ne vont pas accélérer de la même manière et ne vont pas atteindre les mêmes poussées maximales. Donc, quand il met les gaz, que va-t-il se passer? On a l'avion qui part comme ceci et qui part dans l'autre sens. Ça veut dire que déstabilisé, le copilote est déstabilisé par ce mouvement-là, le ralentissement, braque complètement à droite, les gaz arrivent, la différence de poussée entre les deux moteurs, n'est-ce pas? Ça signifie ce moteur-là qui pousse plus, le moteur gauche qui pousse plus, fait que il se retrouve avec une asymétrie maintenant qui va l'envoyer à droite. Donc non seulement l'asymétrie des moteurs va l'envoyer à droite, mais lui, comme il corrigeait complètement à droite, ça va se conjuguer. Donc, il passe en quelques secondes de ça, incliné 40 degrés à gauche, à sur la tranche à droite. Alors, ils auraient été un peu plus haut, ça n'aurait peut-être pas été la fin du monde, ils auraient peut-être eu un peu de temps pour corriger. Là, le problème, c'est qu'au moment où ils atteignent cet angle-là, l'aile droite tape sur la piste. L'aile droite tape sur la piste. Et en fait, je dirais que ils n'ont pas eu de chance vraiment, parce que s'ils avaient tapé sur la piste avec cet angle-là, ça aurait fait probablement ceci. L'avion serait tombé sur la piste à plat. Alors peut-être qu'il n'aurait jamais redécollé, mais je pense pas qu'il aurait tué du monde. Le problème, c'est qu'il tape sur la piste au moment où l'avion dépasse légèrement le 90 degrés. Donc que va-t-il se passer? Au moment où il tape, il se retourne. Et c'est à l'envers qu'il y a le choc. C'est-à-dire que le choc qu'il reçoit, en particulier à l'avant, c'est l'avion est sur le dos. Et il va quitter la piste, va glisser comme ceci, partir dans la boue et s'arrêter 200 mètres plus loin. Les caméras de surveillance de l'aéroport de Cork enregistrent quelques flashs qui donnent une idée un petit peu de l'épaisseur du brouillard. Les secours arrivent en quelques secondes sur le site et éteindre les incendies, un début d'incendie qu'ils arrêtent tout de suite, ce n'est pas un problème. Ils ouvrent une porte cargo à l'arrière, il y a une porte cargo qu'ils ouvrent, ils jettent les bagages au dehors, après ils commencent à couper les sièges et tout ça, ils trouvent des passagers à l'intérieur. Ils vont trouver sur la partie arrière de l'avion à peu près 6 passagers blessés à divers degrés, mais vivants. À partir du milieu de l'appareil jusqu'au cockpit inclus, tout le monde est mort. En fait, ce qui va faire face aux secouristes, c'est un mur de boue. L'avion est rempli complètement de terre en réalité, à partir de la moitié. Pourquoi? Parce que comme il s'est inversé, comme ceci, il a tapé sur la piste, le haut de l'avion s'est déchiré, les hublots du cockpit sont cassés, et il arrive encore avec de l'énergie dans de la boue. Que va faire la boue? Elle va rentrer à l'intérieur de l'appareil. Et il va glisser ainsi sur 200 mètres. Le moment qu'il s'arrête, il est rempli de terre complètement à partir de la moitié. D'accord? Alors, il y avait un potentiel de suffocation des passagers, mais personne n'est mort de suffocation. Ceux qui sont morts de traumatisme
au moment de l'impact avec la piste. Tout le reste n'a pas joué de rôle vraiment. Il y a eu une compromission, on va dire, de l'espace vital, et il y a une accélération qui a été malheureusement dans le mauvais sens. Ça veut dire des gens étaient à l'envers sur leur siège. C'est une position où il y a une tolérance plus faible, on va dire, aux impacts. Et à partir du milieu de l'avion jusqu'à tout à l'avant, tout le monde est mort, y compris donc bien sûr les pilotes. Donc voilà, 12 personnes à bord de cet avion, 6 survivants blessés à différents degrés et mort des pilotes et de 4 passagers qui étaient assis vers l'avant, qui ont malheureusement perdu la vie également. Donc voilà mes amis, c'était le vol MAX 2 7100, une véritable magma de violations, d'incompétences, de transgressions, de problèmes de toutes sortes qui ont donné naissance ce jour-là à une horreur. À bientôt mes amis, puis on se voit dans une autre vidéo.